Mesdames et messieurs, au nom du Conseil d'État, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette séance d'information. Comme vous pouvez le constater, cette séance d'information organisée par le SPO s'inscrit dans le respect des règles de distanciation et d'hygiène imposées par la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le Conseil d'État a souhaité mener ces séances car il juge que l'enjeu qui nous réunit ce soir est important pour vous toutes et tous qui assurez les tâches essentielles du service au public. L'enjeu, c'est évidemment la votation du 29 novembre prochain. À cette occasion, le peuple fribourgeois dira s'il soutient la réforme de notre système de prévoyance professionnelle. C'est une responsabilité importante qui est confiée au souverain et le vote aura des conséquences sur chacune et chacun d'entre vous, quelle que soit son issue, mais aussi quel que soit votre âge ou encore votre parcours de vie et professionnel. Nous nous efforcerons donc ce soir de vous donner une réponse claire aux questions suivantes. Quels sont les défis liés à cette votation populaire? Quelles sont les conséquences de la réforme pour les employés et employés de l'État de Fribourg? Que se passe-t-il si le peuple rejette cette réforme? Le Conseil d'État et le Grand Conseil attachent une grande importance à l'information du personnel de l'État. En effet, la prévoyance professionnelle est une question complexe, la réforme à venir est très vaste et nous devons en comprendre précisément tous les enjeux. Après une brève introduction, nous allons revenir sur les éléments essentiels de la réforme. Nous allons ensuite voir que la réforme et donc la votation concerne tout le personnel de l'État et pas seulement le personnel qui aura droit aux mesures compensatoires et transitoires. D'ailleurs, la prévoyance professionnelle est la première place des préoccupations majeures des jeunes Suisses de 16 à 25 ans selon le baromètre de la jeunesse 2020 publié à la mi-septembre. La réponse à la question de savoir ce qui se passera en cas de non est claire. Nous vous apporterons les informations nécessaires à la formation de votre opinion sur cette question. Enfin, après 45 minutes de présentation, nous ouvrirons la discussion à vos questions. Vos questions, vos contributions sont pour nous extrêmement importantes. Le processus de révision a commencé au printemps 2018 par un rapport du comité de la Caisse à l'attention du Conseil d'État. Ce rapport met en évidence la situation problématique dans laquelle la Caisse se situe et propose une réforme du plan de prévoyance de la Caisse, incluant des mesures transitoires et compensatoires pour le personnel le plus touché. Fin 2018, la proposition est mise en consultation avec 3 variantes. Conseil d'État arrête un compromis qui répond à d'importantes demandes des partenaires sociaux. Le projet de loi est élaboré en 2019, puis approuvé par le Conseil d'État et transmis ensuite au Grand Conseil. Au début de l'été 2020, le Grand Conseil accepte le projet de révision de la loi par 93 voix contre 7 contre et 6 abstentions. Le coronavirus a joué les troubles faits, mais le Conseil d'État et le Grand Conseil ont choisi de traiter ce dossier avec la priorité qu'il mérite. La balle est désormais entre les mains de la population fribourgeoise qui votera sur ce projet de loi le 29 novembre prochain. Dans le cas où le projet de loi est accepté, il entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Dans le cas où il serait refusé, un plan B, beaucoup moins avantageux, entrera en vigueur, lui aussi, le 1er janvier 2022. Nous y reviendrons tout à l'heure. Selon la Constitution cantonale, les actes du Grand Conseil qui entraînent de nouvelles dépenses nettes supérieures à 1% des dépenses totales des derniers comptes de l'État approuvés par le Grand Conseil sont soumis à un référendum obligatoire. En 2019, les charges de fonctionnement se sont montées à près de 3,7 milliards. Le seuil du référendum est donc fixé à 37 millions. Avec des dépenses prévues de 380 millions de francs au maximum pour les mesures transitoires et compensatoires, le projet est donc largement au-dessus du seuil prévu par notre Constitution cantonale. Depuis le début du processus, le Conseil d'État, en sa qualité d'employeur, n'a pas dévié de son engagement. Je résume cet engagement dans ses grandes lignes.
Il s'agit pour le collège gouvernemental de remplir les obligations légales, d'améliorer la situation financière de la Caisse, de renforcer sa capacité de pilotage, de limiter les baisses au niveau des expectatives de rente, de maintenir l'attractivité de l'État de Fribourg en tant qu'employeur et, in fine, de présenter un bon compromis avec une juste répartition des sacrifices aux contribuables fribourgeois. C'est donc dans la perspective de la votation populaire que le Conseil d'État a agi dès le début en prenant en compte l'ensemble des acteurs. Je vais maintenant passer la parole à Madame Gabrielle Mertz-Tourkmani, chef du service du personnel et d'organisation. Bonsoir à tous et toutes. À la question de savoir pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle solution, il y a 4 réponses. Premièrement, l'équilibre financier entre les employés de l'État qui contribuent à la Caisse et les bénéficiaires des prestations, qui sont les retraités de l'État, doit être rétabli. Deuxièmement, une plus grande justice doit être obtenue en matière de retraite anticipée. Troisièmement, les pensions doivent être assurées à long terme, indépendamment de la conjoncture. Enfin, il y a un quatrième point à ajouter. Légalement, la Caisse est tenue de soumettre une réforme répondant aux exigences légales imposées par la Confédération avant la fin de l'année 2020. Nous y reviendrons plus tard. Il existe aujourd'hui un déséquilibre structurel dans le plan de pension. En effet, dans le système actuel, à savoir celui du régime de la primauté des prestations, les employés qui contribuent directement aux pensions des bénéficiaires de prestations, et ceci jusqu'à l'âge de 45 ans. Depuis 2018, la balance est déséquilibrée, car il n'y a plus assez d'employés pour financer les pensions des bénéficiaires de prestations. Concrètement, cela signifie qu'il y a 10 ans encore, plus de 4 personnes assuraient la pension d'un bénéficiaire de prestations, alors qu'aujourd'hui, même pas 3 personnes assurent une pension. Cette situation va continuer à s'aggraver dans les années à venir, car le nombre de bénéficiaires de prestations ne cesse d'augmenter. D'ici à 2025, il n'y aura plus que 2 personnes actives pour prendre en charge la pension d'un bénéficiaire de prestations. Afin d'éviter que cette évolution ne mette à mal la pérennité de la Caisse, la structure de financement doit être modifiée. En passant à un régime de primauté de cotisation, la réforme permet de garantir que les cotisations d'une personne employée financent sa propre pension à la fin de sa vie professionnelle. Le rapport entre les employés et les bénéficiaires de rente n'est plus un facteur déterminant et la structure de financement est donc assainie. Malheureusement, cette réforme passe par des baisses d'expectatives de rente. Aujourd'hui, la retraite anticipée est possible à l'âge de 60 ans, aux mêmes conditions qu'à l'âge de 62 ans. Les personnes qui choisissent une retraite anticipée payent donc des cotisations durant 2 ans de moins, mais elles reçoivent les mêmes prestations durant plus longtemps que les autres personnes avec une espérance de vie égale. Cela crée un déficit de financement supplémentaire au détriment de la population active
et une injustice. Tout le monde n'a pas les moyens de prendre une retraite anticipée. Et ceux qui financent la retraite anticipée des autres ne pourront peut-être pas la prendre eux-mêmes. La réforme du régime de retraite met fin à cette incohérence. Concrètement, le nouveau système répond au principe actuariel. Plus j'anticipe ma rente, moins mes prestations sont élevées. Ou plus longtemps je travaille, plus ma rente sera élevée. La réforme permet de se mettre à l'abri des retournements de conjoncture et des tendances baissières que nous observons sur les taux. Comme vous le savez, le financement des pensions est basé sur 3 piliers. Premièrement, la contribution de la personne assurée. Deuxièmement, la contribution de l'employeur. Et troisièmement, le revenu des investissements sur les placements. Ça veut dire le troisième cotisant. Aux raisons du déficit de financement structurel dont j'ai déjà parlé, la caisse de prévoyance est fortement dépendante du troisième cotisant. Toutefois, entre 2000 et 2025, sa contribution a diminué de 40 à 17%, car le climat économique était marqué par des taux d'intérêt durablement bas. La contribution est remontée à 20% en 2019, mais elle risque de redescendre dans le cadre des effets de la crise du coronavirus. Les revenus des investissements sur les marchés financiers ne constituent donc pas une solution raisonnable et fiable pour compenser les faiblesses structurelles de financement. Je passe maintenant la parole à Monsieur le conseiller d'État, Georges Godel. Voilà, à mon tour de vous saluer pour vous donner quelques explications après notre président du gouvernement et Madame Merz. Tout d'abord, vous dire que le Conseil d'État s'est attaché à mettre en place une réforme qui permet de trouver une solution aux problèmes évoqués par la chef du SPO, Madame Merz. J'aimerais ici en rappeler les différents contours. Le changement de primauté, la primauté des prestations à la primauté des cotisations, permet d'assainir le financement, la structure du financement de la Caisse. Les actifs, comme ça vous a été expliqué, ne financent plus les rentes des bénéficiaires, mais financent leur propre rente à venir. Je précise, vous payez des cotisations, l'employeur paye des cotisations, ça va sur votre compte comme un carnet d'épargne. Ensuite, il est fructifié et c'est ce que vous aurez à la fin. Il n'y a plus rien, cette répartition avec les rentiers. Le rapport entre nombre d'actifs et de bénéficiaires n'est donc plus déterminant. Le financement est assuré. Les mesures transitoires et compensatoires à hauteur de 380 millions de francs pour les assurés de 45 ans et plus au moment du changement permet de limiter l'expectative de rente à 9,5%, je précise à 64 ans. Je dis bien à 64 ans. Si quelqu'un va prendre une retraite plus rapide à 60 ans, la perte elle est plus importante. C'est important de le dire dans la balance des efforts du contribuable d'une part et des collaboratrices et collaborateurs. Ensuite, une revalorisation salariale de 0,5% est aussi accordée, elle est déjà prévue dans le budget dès 2021 en cas d'acceptation de la réforme et les cotisations de la Caisse prévoyance sont augmentées 1% paritairement. 1% de la part des collaboratrices et collaborateurs et 1% de la part de l'employeur. Ça, c'était une exigence de nos partenaires
sociaux, puis ça faisait partie de l'équilibre, comme d'ailleurs le 0,25, il a été négocié à la fin pour arriver à l'équilibre des efforts des uns et des autres. Les 380 millions demandés aux contribuables représentent un effort, mais il est parfaitement finançable. Je le répète, on l'a dit, mais je pense que c'est important de le répéter, on ne va pas endetter l'État. Nous avons ce montant dans les caisses de l'État pour financer cette opération. Il n'y aura pas de charges supplémentaires à venir parce qu'on va mettre plus de 300 millions pour les collaboratrices et collaborateurs. Au final, cette réforme est un bon compromis car elle assure une symétrie des sacrifices entre ce qui est concédé par le contribuable, que je viens d'expliquer, et ce qui est concédé par le personnel. Il faut d'ailleurs relever que la réforme est le fruit de très longues discussions avec les partenaires sociaux, de l'évaluation de 30 variantes et qu'elle tient compte des principales revendications réalistes. Quand je parle de discussions longues, toutes ces discussions ont été menées avec la présidente du gouvernement, moi-même et le directeur de l'instruction publique. À nous trois, nous formons la délégation du Conseil d'État pour les affaires du personnel que je préside. La présidente l'a déjà rappelé, le 26 juin, le Grand Conseil a approuvé la réforme par 93 voix contre 7 et 6 abstentions. Tous les partis ont soutenu le projet. Il y a quelques défections dans plusieurs partis, mais c'est assez rare qu'un projet de cette importance, il obtienne de l'aval du plus de 90% du législatif. Et le 26 juin, c'était exactement dans cette salle, je dois dire moi-même qui présentais l'objet pour le Conseil d'État. Je crois que tous mes collègues étaient présents ici, on n'en revenait pas du résultat obtenu. Ça démontre la qualité du dialogue qu'il y a eu pendant toutes ces négociations qui ont duré un certain temps. Donc, comme je l'ai dit, eh bien, tous les groupes ont soutenu ce projet et je vais vous donner, à raison d'un député ou d'une députée par parti, les différentes interventions courtes simplement pour démontrer la détermination du législatif. Tout d'abord, Madame la députée Myriam Balmer, coprésidente des Verts, parle d'un changement de primauté inévitable. Il faut le savoir qu'en Suisse, il reste 3 cantons qui ont cette primauté des prestations, à savoir Fribourg, Genève et Vaud. Neuchâtel l'a changé l'année dernière. Ensuite, Monsieur le député Elias Moussa du Parti socialiste estime que le projet représente un compromis issu de discussions entre les partenaires sociaux. Je crois qu'il a beaucoup travaillé pour faire admettre aux siens que ce projet, il était réaliste et puis qu'il était équilibré. Monsieur le député Claude Brodard du PLR, président de la Commission de finances et de gestion, c'est lui qui a présidé la commission pour cet objet, estime que l'inaction serait un manque de responsabilité. Ensuite, le député Bruno Boschung du PDC affirme que le projet est viable et qu'il y a des chances de succès devant le peuple. Quand on parle des chances de succès, il faut le dire, c'est une chance d'avoir plus de 90% des députés. C'est clair que ça sera difficile, mais si on n'avait qu'une petite majorité des députés, ça serait plus difficile. Et si je fais le comparatif avec un autre projet important de cette législature qui a été devant le peuple, le projet fiscal, il avait moins d'adhérents au projet du gouvernement. Donc, c'est plutôt de bon augure, mais rassurez-vous, quand on croit qu'on a gagné, on a déjà perdu, donc il faut travailler, et ce n'est pas seulement le gouvernement, nous avons besoin de vous aussi. Et pour terminer, Monsieur le député Stéphane Perry de l'Union démocratique du Centre soutient l'idée que l'employeur assume sa responsabilité vis-à-vis de son personnel. Donc, tous ces éléments démontrent encore une fois, si besoin en est, le large soutien de la politique, du législatif, qui sont les représentants du peuple. Je passe maintenant la parole de nouveau à Madame Gabrielle Mertz, chef du service du personnel, pour la suite des informations. Lorsqu'on parle de la réforme, on se focalise
évidemment sur les mesures transitoires et compensatoires qui touchent les personnes âgées de 45 à 64 ans. Mais la réforme implique des changements pour chacune et chacun d'entre vous. Elle concerne tous et toutes. Pour les 20 à 24 ans, le nouveau plan a les impacts suivants. Le salaire net est plus élevé en raison du système de bonification croissante appliqué dans le cadre de la réforme. Plus je suis âgé, plus ma cotisation est élevée. Ou moins je suis âgé, plus ma cotisation est basse. Il existe la possibilité de choisir l'échelle de bonification dans le nouveau plan. Ce n'est pas le cas actuellement. D'année en année, chaque personne assurée pourra choisir de cotiser au taux normal ou de cotiser davantage. De même, les personnes qui souhaitent effectuer un rachat auront un meilleur potentiel de rachat, sachant que le rachat est défiscalisé. Dans le système actuel, une partie des contributions des personnes actives finance des rentes des personnes bénéficiaires jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans le nouveau système, ce ne sera plus le cas. Chacun et chacune cotise pour soi-même sur son compte d'épargne. Conséquence de ce financement croisé, actuellement, en cas de sortie de la caisse lors d'un changement d'employeur, les personnes de moins de 45 ans perdent une partie de la somme cotisée. Ce ne sera plus le cas avec la réforme. Enfin, jusqu'à l'âge de 34 ans, les perspectives de rente sont plus élevées dans le nouveau plan que dans l'ancien. Elles le sont moins dès l'âge de 35 ans dans le nouveau plan, minus 3% jusqu'à l'âge de 39 ans et minus 6,6% jusqu'à l'âge de 44 ans. Il faut toutefois nuancer, ce ne sont que des projections. Pour les 45 à 64 ans, le nouveau plan a les impacts suivants. Le salaire net est moins élevé en raison du système de bonification croissante appliqué dans le cadre de la réforme. Ça veut dire, plus je suis âgé, plus ma cotisation est élevée, allant de 10 à 13%. Comme pour les plus jeunes, il existe la possibilité de choisir l'échelle de bonification dans le nouveau plan. De même, les personnes qui souhaitent effectuer un rachat auront un meilleur potentiel de rachat. Les 380 millions soumis à votation doivent permettre de limiter les baisses d'expectatives de rente à 9,5% pour une retraite prise à 64 ans. Cet argent sera crédité directement sur les comptes des personnes concernées, à raison d'un 15e par année, depuis l'entrée en vigueur de la loi. La question du libre passage est également tranchée. En cas de changement d'employeur, l'assuré prendra avec lui les cotisations et les montants crédités au titre de mesures transitoires et compensatoires. Quand partir à la retraite? Nous savons que nombre d'entre vous se font des réflexions sur un départ à la retraite anticipée et ont le souci de bénéficier des conditions actuelles. Toute démission ou départ à la retraite avant le 1er janvier 2022 permet de bénéficier des conditions actuelles. Il faut toutefois tenir compte des délais spéciaux en vigueur. Les enseignants primaires, secondaires,
S2, Uni et HEP qui souhaitent partir en retraite avant la fin de 2021 doivent quitter à la fin de l'année scolaire 2021 et donc annoncer leur démission d'ici au 31 janvier 2021 pour un départ au 31 juillet 2021. Pour le corps professoral de la HESSO, la démission doit être annoncée au plus tard le 28 février 2021 pour une démission au 30 août 2021. Nous vous recommandons de ne pas prendre de décision hâtive et de vous rendre sur le calculateur pour peser les pour et les contre. Par exemple, une personne qui pensait quitter à 65 ans peut être gagnante avec les mesures transitoires et compensatoires. Je passe maintenant la parole à M. Gilles André, directeur de la Caisse de prévoyance. Merci Madame Mertz. Bonsoir à tous. Alors on entend beaucoup de conjectures sur la question de savoir ce qui peut se passer si un non l'emporte dans les urnes le 29 novembre prochain en votation populaire. Vous m'entendez? Il faut que je remonte un peu, je suis un peu trop grand. Ou alors je baisse un peu la tête. Pardon, je recommence donc. On entend beaucoup de conjectures sur la question de savoir ce qui peut se passer si un non l'emporte devant les urnes le 29 novembre prochain en votation populaire. Au niveau de la Caisse, au niveau de la CPPEF, les choses sont claires. Elle se doit d'évoluer dans le cadre légal fixé par la Confédération. Elle n'a aucun choix. Alors quel est ce cadre? La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle fixe pour les caisses de pension en capitalisation partielle, comme c'est le cas de la Caisse de pension de l'État de Fribourg, des paliers auxquels ces caisses doivent impérativement parvenir. C'est les carrés que vous voyez en rouge dans le graphique. Fort de ça, le comité et son expert en caisse de pension ont dû proposer à l'autorité de surveillance des fondations un plan de financement pour atteindre cet objectif. C'est la ligne que vous voyez en vert sur le graphique. Vous constatez en bleu l'évolution du taux de couverture de la Caisse jusqu'en 2052 dans le cas où on maintient le plan actuel. La courbe s'éloigne fortement des niveaux réglementaires et du chemin de croissance qu'on devrait atteindre et suivre. Selon les prévisions, le taux de couverture de la Caisse en 2052 serait de moins de 50%. Au vu de cette évolution, il est évident que le statu quo n'est pas une solution envisageable, raison pour laquelle un nouveau plan vous a été proposé. Alors le plan A vous est connu, il vous a été présenté brièvement par Madame Mertz. S'il échoue devant les urnes, le plan B lui aussi est connu. L'autorité de surveillance bernoise exigera la mise en œuvre d'une réforme limitée aux prestations. Dans cette hypothèse, les baisses des expectatives de rente pourraient s'élever à plus de 25% contre les 9,5% proposés par les réformes. Le comité de la Caisse de pension devra soumettre son plan avant la fin de cette année encore, selon la demande de l'autorité de surveillance. Le comité en a d'ailleurs informé le Conseil d'État dans un courrier du mois de septembre 2020. Alors pourquoi les rentes, les baisses de rentes futures seront-elles plus élevées? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le comité ne peut agir que sur les prestations, car le financement, lui, est fixé dans la loi cantonale. Il est donc du ressort de l'État employeur. Donc si nous n'obtenons pas de financement complémentaire, comme c'est le cas des 380 millions qui iront sur les comptes des personnes concernées, la Caisse ne pourra agir que sur les prestations. Le cas échéant, il n'y aura plus qu'une seule manière de rendre la situation conforme aux exigences légales, c'est une forte baisse des prestations, donc du taux de pension, ainsi qu'une forte correction des prestations pour les retraites anticipées, comme c'est le cas du projet soumis au vote. Par ailleurs, le problème de la structure de financement restera entier et de nouvelles baisses de prestations pourraient être nécessaires dans quelques années.
Et de fait, il ne s'agira plus d'une primauté de prestation. Voilà, je repasse la parole à Monsieur le conseiller d'État, Georges Godel, pour la conclusion. Merci au directeur de la Caisse pour ses explications. Ces explications claires, j'espère que vous avez tout compris, même s'il ne parlait pas assez fort au début. Et maintenant, on arrive déjà à la fin de la présentation pour vous dire que les opposants au plan laissent entendre qu'en cas d'échec, l'employeur, donc le Conseil d'État, va immédiatement reprendre le dossier pour l'améliorer. Le Conseil d'État se doit être clair, et il est clair. La solution proposée après 3 ans de travaux intenses est le résultat de discussions avec nos partenaires sociaux. Il est impossible de reprendre les discussions en 2021 pour faire une entrée en vigueur au 1er janvier 2022, puisque l'autorité de surveillance, l'autorité bernoise, nous impose une entrée en vigueur au 1er janvier 2022, que le projet soit accepté par les Fribourgeoises ou les Fribourgeois, ou que ce soit le plan B. Si la réforme est rejetée, c'est que la réforme coûte trop cher. Le Conseil d'État ne reviendra pas avec une proposition plus onéreuse, c'est une évidence devant le peuple. La meilleure réforme, c'est donc maintenant. Et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des députés, plus de 90% des députés, ont reconnu l'équilibre de la symétrie des sacrifices. Et vraiment, il faut prendre ça au sérieux, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour réussir cette réforme, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas une réforme avec l'État plus généreux. Les partenaires, où il n'y en a pas beaucoup, mais qui rejettent le projet en espérant obtenir mieux, eh bien, c'est une parfaite illusion et font prendre de grands risques à l'ensemble du personnel de l'État. Parce qu'à la fin, vous connaissez l'effort que vous devez faire. Si c'est le plan B, c'est vous qui allez casquer, excusez-moi du terme, de cette catastrophe. Parce que c'est clair, de 9,5, eh bien, la perte, elle sera à 25%. Peut-être pas en moyenne, mais avec des cas qui vont dépasser les 25%. Donc, nous avons évoqué pour vous ce projet, je l'espère, en termes suffisamment précis, mais aussi suffisamment être clair pour être compris. Je vais passer à la discussion, mais avant, je vais répondre quand même à 2 éléments où nous sommes critiqués. Tout d'abord, on nous dit, dans le papier que j'ai eu l'occasion de lire, eh bien que ça ne sera pas possible, que le Conseil d'État ne pourra pas tenir les 9,5%. Vous l'avez lu, entendu, nous avons garanti pour les personnes de 45 ans et plus à l'entrée en vigueur du plan les diminutions de rente maximum de 9,5% à 64 ans, à condition qu'il y ait un taux crédité pour vous de 2,5%. Or, l'adversaire nous dit, avec des chiffres à l'appui, que la caisse, elle est bonne, hein, qu'il n'y a pas besoin de renflouer, d'une part, hein, parce que les rendements de ces 10 dernières années, ils sont de 4,06, ce qui est parfaitement exact. C'est sur cette base que le Conseil d'État dit que c'est possible d'obtenir du 2,5%. Ces 10 dernières années, on a obtenu, encore une fois, je le répète, 4,06, donc c'est possible d'obtenir du 2,5. On s'est mis d'accord avec le comité de la Caisse que je préside pour ceci. Deuxième élément, on nous dit que l'État doit mettre beaucoup plus d'argent, plus de 500 millions supplémentaires, pour que ce soit à l'équilibre. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 4 études. Les 4 études arrivent à la même conclusion, il faut refinancer la Caisse.
Les études, elles ont été faites par notre actuaire attitré du bureau Pité Associés, c'est M. Stéphane Rison. Ensuite, le comité a mandaté, pour en avoir le cœur net, un autre actuaire qui était M. Guéna de la société AON, je crois que c'est juste le nom, AON, qui est arrivé à la même conclusion. Et puis la FEDE, notre partenaire principal, votre syndicat, était accompagné d'un actuaire en la personne de M. Jérôme Clevenot, qui est arrivé à la même conclusion, qui a admis notre projet, tout comme la FEDE. Puis bien sûr, Prévento, avec qui nous n'avons pas eu de contact, arrive à la même conclusion. Parce qu'il faut savoir, le Conseil d'État, lors de la mise en consultation, il a présenté 3 variantes, avec des variantes d'une recapitalisation allant de 250 millions à 500 millions. Qu'est-ce qu'il est arrivé dans la consultation? Aucun parti politique, les communes et les partenaires sociaux ne souhaitaient pas cette recapitalisation. Alors, qu'avons-nous fait pour assurer la suite? Eh bien, nous avons maintenu la cotisation qui est prévue de 3% pour la recapitalisation. En fait, si on avait injecté 250 millions, 300 millions ou 500 millions, eh bien, ça signifiait qu'il n'y avait pas besoin de financer par cette cotisation de 3%. Elle aurait pu être de 0 comme de 1%. Donc, on maintient ces 3% de recapitalisation et ça répond à la question, à la critique ou à la remarque que ce n'est pas suffisamment capitalisé. Deuxième élément, par rapport à cette recapitalisation, le Conseil d'État, le gouvernement, a posé la question à notre actuaire, c'est ce qui a été présenté. Le projet tient la route avec ce 3% de recapitalisation pris sur les cotisations, les vôtres, comme celle de l'État, à raison de 58 et 42%, l'ordre de grandeur. Et puis, le dernier élément, quand les comptes sont bons, comme l'année 2019, eh bien, le comité de la Caisse a mis 87 millions de côté pour la réserve de fluctuation de valeur qui nous manquait. Donc, ça démontre quand les années sont bonnes, on arrive, et puis quand les années sont mauvaises, eh bien, on a ce fonds de fluctuation de valeur qui nous permet d'avoir cette fluctuation. Évidemment, je ne suis pas prêt à signer aujourd'hui que je vous garantis à tout le monde, ni moi, ni le gouvernement, que les 2,5% sont garantis, mais nous avons suffisamment d'éléments pour dire que c'est clairement possible. Voilà ce que je souhaitais répondre à 2 remarques principales avant d'ouvrir la discussion. Maintenant, à vous la parole et vous levez la main, on vient vers vous avec un micro pour que vous puissiez poser vos questions. Qu'est-ce qui pose la première question? Enfin, j'ai déjà répondu à 2 questions qui auraient pu venir, mais ne vous gênez pas, on est là pour répondre à toutes les questions et toutes les questions doivent pouvoir trouver réponse. Voilà. Sur votre gauche, monsieur, il y a un micro qui arrive vers vous. Bonjour tout le monde. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Godel, de la symétrie des efforts. Est-ce que vous pouvez nous indiquer concrètement quel est le montant sur les 30 prochaines années que l'État va devoir mettre dans cette réforme? Donc pour les employés, vous avez parlé de 300 millions, vous avez parlé d'un certain pourcentage de cotisation. Et quel est le montant que les employés vont eux aussi devoir mettre durant ces 30 ans? Alors tout d'abord, les 300 millions, pour être précis, l'ordre de grandeur, pour l'État, c'est 330 millions. On connaîtra le chiffre une fois qu'il y aura l'entrée en vigueur par rapport au nombre de personnes qui seront concernées. Mais et puis la différence pour arriver à 380, c'est les autres affiliés, il y a les communes, il y a d'autres institutions, certaines institutions subventionnées pour lesquelles l'État a aussi mis 13 millions pour être précis de montant. Ensuite, concernant votre question précise, l'État, sous réserve des choses que je ne connais pas, ne va pas remettre de l'argent dans la caisse, sauf s'il arrive un pépin et puis qu'il faut revenir. Je ne peux pas signer aujourd'hui que dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans qu'il n'y a pas une nouvelle réforme, on ne sait pas. Qui connaît l'avenir? Vous avez vu ce qui s'est passé cette année. Par contre, ce que je peux dire au niveau des cotisations, eh bien, les cotisations, en ce qui concerne la part employeur et la part employée, je la cherche. Aujourd'hui, la part
employés, des personnes assurées, elle est de 10,66, c'est ce que vous payez maintenant, et l'État est à 15,24. Et puis pour l'avenir, ça dépendra évidemment de la structure d'âge, mais simplement pour vous dire, entre 22 et 34 ans, les cotisations seront plus basses qu'aujourd'hui, puisque pour vous, ça sera 10,02 et pour l'employeur 10,38. De 35 à 44 ans, sera 10,02 pour le collaborateur et 13,38 pour l'employeur, pour l'État. De 45 à 54 ans, l'écart se creuse. On sera à 12,92 pour les collaboratrices et collaborateurs et à 16,88 pour l'État employeur. Et de 55 à 70 ans, pour l'employé, 13,02 et 21,38 pour l'employeur. Ce qui fait la différence, on est un delta par rapport aujourd'hui pour les personnes les plus âgées de 6,14 de plus de cotisation, 6,14 par rapport à la structure d'âge. Évidemment, pour vous donner le chiffre précis, il faudra voir l'âge qu'auront à l'avenir. Aujourd'hui, le calcul a été fait que ça coûte la même chose. Parce que pour les jeunes, ça coûte moins cher, pour les personnes âgées, ça coûte plus cher. Mais après, si les gens restent plus longtemps à l'État, ce qui pourrait être le cas avec les rentes qui sont à 64 ans, évidemment, ça coûtera plus cher à l'État que ce qui est aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Peut-être, si je peux compléter, se rajoute encore également un 0,25 de revalorisation salariale que le Conseil d'État octroie dès le 1er janvier 2021 en cas d'acceptation de la réforme à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Merci à Madame la Présidente. C'est juste ce qu'elle dit, c'était la fin des négociations. Puis pour être transparent avec vous, on a longtemps de savoir qu'est-ce que coûtait la réforme. Hein. Est-ce qu'elle coûtait 1 million, est-ce qu'elle coûtait 1,2 million, 1,4 million? Ça dépend de tous les taux d'intérêt qu'on applique. Hein. On s'est mis d'accord qu'elle coûterait grosso modo 1,4 million, 1,4 milliard. Et puis c'est là-dessus qu'on a entamé les discussions avec les partenaires sociaux, pour être précis. La discussion continue. Oui. Bonjour, René Chouvet. Moi, j'ai une question très concrète pour les personnes qui ne font pas partie du personnel enseignant et qui désirent quitter, prendre une retraite anticipée. La date butoir était au 31 décembre 2021 parce que j'ai entendu dire qu'on devait donner notre congé pour le 30 novembre 2021. Et c'est exact. J'aimerais juste savoir. Alors, la réponse, elle est le 31 décembre 2021. Je regarde toujours notre directeur de la caisse, mais je crois que c'est juste monsieur le directeur. Toutes les autres dates sont fausses. Et puis après, concernant le personnel enseignant, est-ce que Mme Mertz peut donner quelques précisions? Notre directeur de l'instruction publique n'est pas là ce soir, puisqu'il y a les contrats. Je ne suis pas capable de répondre si la question vient, parce que c'était août ou septembre, puis il y avait un mois de vide. Mme Mertz, je crois qu'elle peut répondre à cette question. Alors oui, normalement, les personnes qui voudraient prendre une retraite anticipée dans l'enseignement devraient quitter à la fin de l'année scolaire 2021. Ça veut dire vous devriez donner votre dédite pour la fin juillet. Ça veut dire jusqu'au 31 janvier 2021. Si vous êtes enseignant du primaire, secondaire, Uni HEP. Si vous êtes à la HESSO, les délais sont un peu décalés. Ça veut dire que vous devez donner la dédite jusqu'à la fin de février de l'année prochaine pour aller à la retraite à la fin de septembre 21. Peut-être il y a des exceptions, l'administration est grande. En cas de doute, adressez-vous à votre service RH. Ils peuvent vous donner tous les détails. Merci, Mme Mertz. La discussion continue. Ne vous gênez pas. Hein.
Madame, ici devant. Monsieur Jacquet, là. Oui, oui. Ça vient de ce côté. Bonsoir, Monique Deschler. Écoutez, si j'ai bien compris le document, s'il y a le refus de la votation, les personnes qui prennent leur retraite anticipée fin 2021, j'ai compris ils auraient une réduction de rente de 5%. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? J'ai essayé de comprendre le document. C'était pour montrer que, en fait, ceux qui veulent prendre, ils doivent aussi, voilà, la votation aussi les concerne aussi. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, que la réforme soit acceptée, ce qu'on souhaite bien sûr, ou qu'elle ne soit pas acceptée, ceux qui partent jusqu'au 31 décembre 2021 n'ont pas de réduction. C'est le système actuel qui fait foi. C'est juste, hein, Monsieur le Directeur. C'est clair, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous faites bien de poser la question. Mais pour nous, c'est absolument clair. Et puis peut-être qu'on parle de refus ou d'acceptance. Le gouvernement s'engage, vous l'avez vu, vendredi dernier, nous avons organisé sous l'égide de notre présidente une conférence de presse. On veut réussir ce projet, mais pour réussir, on ne peut pas être seul le gouvernement, on a besoin de vous tous pour propager qu'il faut aller voter et accepter cette réforme. Je vous donne quelques arguments, parce que certains autour de vous vont dire « mais vous nous coûtez trop cher ». Je précise que c'est qu'une fois ces 330 millions, ces 380 avec les institutions affiliées. C'est important de le dire, c'est qu'une fois. On a fait aussi pour l'ensemble des Fribourgeoises et des Fribourgeois des baisses fiscales. Mais les baisses fiscales, elles ne sont pas pour une fois, elles sont pour plusieurs années. C'est important que vous le rappeliez. C'était une des raisons, même à cause de Covid, on a maintenu ces baisses fiscales parce qu'il faut prendre en considération l'ensemble de la population. Et puis on peut le dire, c'est grâce à la politique d'anticipation du gouvernement que ça nous permet d'aller dans le sens que je viens d'expliquer. Si on n'avait pas une situation financière aussi saine, on n'aurait pas pu maintenir ce cap. Je crois que c'est important de le dire. Donc, si l'État, j'espère que l'État doit verser ces 330 millions, ça ne prétérite pas les prestations à venir de l'État, ça ne prétérite pas les investissements de l'État, parce que cet argent, il est là. On doit le transférer à la caisse. Que ce soit clair. Hein? Certains disent, oui, mais après, on sera prétérité, etc. L'argent est à disposition. Au fond de la salle. Bonsoir. Un des arguments des opposants qui, moi, m'interpelle, c'est les montants qui ont été mis par les autres cantons, notamment Vaud et Genève. On entend souvent, je crois que c'est Vaud, Valais, Genève, on entend souvent qu'eux, ils ont injecté beaucoup plus d'argent public dans cette caisse, et puis Fribourg, finalement, c'est un montant ridicule. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les opposants. Comment vous positionnez par rapport à ça? Merci de cette question. Je n'ai pas voulu anticiper parce que ça dépend des exemples qu'on prend. Alors, c'est vrai que Genève met plus d'argent. Par contre, les Vaudois n'ont pas fait leur réforme précise. Hein. Ils n'ont encore pas entamé la réforme. On dit qu'ils allaient l'entamer l'année prochaine, mais je ne connais pas leur situation financière. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les Valaisans ne vont pas en votation publique. Et puis, toute comparaison, il faut le voir, Neuchâtel, qui est un canton proche de nous, qui viennent de faire leur réforme, eh bien, Neuchâtel a mis 200 millions pour donner comme comparatif. Après, on peut toujours comparer, mais là, on l'a vu avec les décisions des députés. Je crois que la situation est suffisamment claire. Et à ce qu'on entend d'aller avec des chiffres plus élevés, ce n'est pas pensable chez nous, ici à Fribourg. Voilà comment le gouvernement se positionne par rapport à votre question. La discussion continue.
Je peux vous dire que c'est des discussions que nous avons eues avec les partenaires sociaux, y compris avec le SSP, dans le cadre des discussions, puisqu'ils ont participé à toutes les discussions. Bonsoir. Concernant le financement, vous dites qu'en principe, il n'y a pas de souci pour le financement de la caisse de pension, mais avec cette année particulière, avec le Covid, sur lequel l'État a dû prendre aussi un peu dans son bas de laine pour pouvoir aider les entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi par la suite qu'on n'ait plus assez d'argent ou de devoir augmenter enfin diminuer les prestations quand même, ou bien augmenter le taux pour la caisse de pension? Merci pour cette excellente question. Je réponds de la manière suivante. Vous avez raison de vous poser la question, mais le budget, notre présidente peut le dire, on a réussi à avoir un budget équilibré. Pas été facile, mais c'est aussi grâce à nos provisions. On a pris plus dans les provisions que ces dernières années. Pas plus tard que jeudi dernier, un journaliste du Tessin qui m'a appelé, qui me posait la question « Comment est-ce que vous avez fait à Fribourg pour pouvoir présenter un budget équilibré ?» Eh bien, j'ai répondu, c'est assez simple, hein, c'est le travail d'un gouvernement qui essaye de maîtriser au mieux l'augmentation des recettes. Je pense que c'est ça la pièce maîtresse du gouvernement, c'est d'éviter qu'on dérape trop, parce qu'une fois que vous avez donné, alors certains d'entre vous, on entend parfois des critiques, disent « mais le gouvernement pourrait faire plus ». C'est bien de faire plus. Neuchâtel l'a fait plus. Qu'est-ce qu'il arrive après? Eh bien, après, quand il faut enlever, ça devient difficile. Je peux vous dire, ces dernières années, depuis les 5 dernières années, on a une augmentation des charges, par conséquent des revenus de l'ordre de 2,2%, je dis de tête. Et pour le budget 2021 qui sera présenté à la session de novembre au Grand Conseil, on a une augmentation des charges de 1,8 et puis évidemment des revenus pour arriver à l'équilibre. Alors je ne peux pas vous signer qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Nous avons beaucoup discuté ce matin avec notre présidente de COVID. Espérons que ce soit rapidement un vieux souvenir, mais il faut bien admettre ce qui se passe ces jours. On ne peut pas dire que les vieux souvenirs, ça sera pour demain ou après-demain. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais aujourd'hui, on a constaté que l'économie fonctionne quand même mieux, parce qu'en fait, pour subvenir aux tâches de l'État, il faut avoir une économie qui fonctionne, il faut avoir des places de travail, c'est ça qui fait les rentrées principales de l'État pour pouvoir financer les tâches publiques. Alors, votre inquiétude, je la comprends, elle aussi la nôtre, on peut tenir avec les réserves qu'on a, en tout cas 2022 et 2023, mais il faut que la situation se redresse. Je pense que cette année, ce n'est pas si catastrophique. Hein. D'après ce que je vois, les rentrées, c'est plutôt positif. Mais évidemment, on a des coûts élevés. On a chiffré les pertes de l'État à plus de 500 millions. Mais ça comprend aussi les baisses fiscales que j'ai citées tout à l'heure, à raison de 48 millions pour 2021, à raison de 60 millions pour 2022. Mais ça comprend aussi les mesures d'urgence qui seront approuvées, enfin, j'espère, demain après-midi par ce Grand Conseil dans cette salle. Ça comprend encore le plan de relance plus d'autres mesures. C'est vrai que nous avons de la chance d'avoir ces réserves pour ne pas prétériter l'avenir, mais évidemment, il faut être honnête, on ne pourra pas tenir 5 ans comme ça, on est d'accord. Alors, espérons que la situation se redresse le plus vite possible. Je ne sais pas si Madame la Présidente va ajouter quelque chose, peut-être. Oui, peut-être rapidement. Donc, le Conseil d'État s'est engagé à verser ces 330 millions pour les mesures d'accompagnement et transitoire. On l'a dit, 380 jusqu'avec les mesures des institutions. Donc, ce montant-là, on le prélève sur notre fortune. Il n'est pas impacté par Covid. Les mesures qu'on a prises, que ce soit les 60 millions des mesures urgentes, étaient sur le budget 2020. On devra les financer en dépenses supplémentaires. Pour 21, le plan de relance est financé par des dissolutions de provisions. Et puis, comme l'a dit Monsieur le directeur des finances, le budget 21 a été bouclé, il sera approuvé dans cette salle, on l'espère en tout cas en novembre. Donc, il n'y a pas de risque par rapport au montant qui est engagé. Je crois qu'on peut le dire, Monsieur le directeur des finances, il sera prélevé sur la fortune non affectée de l'État de Fribourg.
Je dirais même qu'on tombe dans une bonne période, heureusement pour nous. Hein. On avait encaissé l'année prochaine plus de la péréquation. On a eu de bonnes nouvelles de la BNS, hein, puisque cette année, on encaisse 99 millions au lieu de 27 qu'on avait au budget. Je suis allé moi-même discuter avec mon collègue directeur des finances Zurich à la BNS pour presque avoir la garantie qu'on va toucher ça ces prochaines années. Ça dépend de la bourse. Hein. La Banque nationale, premier trimestre de cette année, a perdu 38 milliards. À mi-année, au premier semestre, eh bien, on était à l'équilibre. On verra ce que ça donnera à la fin, mais j'espère qu'on touche, j'aimerais bien pouvoir avoir la garantie qu'on touche la même chose que cette année, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'ailleurs, pour la petite histoire, un journaliste m'avait téléphoné comme président de la conférence latine des directeurs des finances. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on allait faire puisqu'il n'était pas prévu au budget? Ça, c'était au mois de février. J'avais répondu que le gouvernement a l'intention de faire un plan climat et qu'on mettrait probablement 20 millions dans ce plan climat. Il y a d'autres choses qui sont venues. Puis j'avais notamment dit que j'espère qu'on n'aura pas besoin de cette manne avec le virus qui se pointe à l'horizon. J'aurais bien aimé avoir tort, mais vous connaissez la suite, quoi. C'est ainsi, puis heureusement qu'on a eu cette manne. Et que ça continue, mais ça, on ne peut pas le garantir. C'est la même chose que les rendements sur vos différents carnets ou la situation actuelle ou future. Ça dépend aussi des rendements financiers qui ont beaucoup diminué. Je crois que quelqu'un, je ne sais pas, c'est le directeur de la Caisse ou Mme Merz qui l'a présenté ce soir. La discussion continue. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus de questions? S'il n'y a plus de questions, on ne veut pas prolonger, mais moi, j'aimerais insister pour clore. Déjà, vous remercier de l'intérêt que vous portez à cette réforme, pour vos questions, vos inputs, hein, vos craintes aussi. Et j'en suis convaincu, votre engagement, c'est important, votre engagement. Hein, vous avez tous de la famille, des amis, de leur expliquer. Je vous donne un exemple. Si on vous dit que ça coûte trop cher, je ne devrais pas vous le donner, mais je vous le donne. On vous dit qu'on limite vos baisses à 9,5 %. Il faut le préciser que c'est à 64 ans, j'insiste là-dessus. Je vois qu'il y a des policiers, c'est un autre problème qu'on aura encore l'occasion de parler. Mais c'est aussi important de dire à ceux qui disent que ça coûte trop cher, si quelqu'un veut prendre une retraite à 60 ans, la perte, elle est beaucoup plus élevée. Ça monte, il y a l'effort, oui, du contribuable d'un côté, mais l'effort de vous, les collaboratrices et collaborateurs. Et puis, je pense que c'est important aussi, moi, je pense que l'effet COVID devrait être positif pour cette réforme. Quand je vois le travail exemplaire que les collaboratrices et collaborateurs de l'État ont réalisé depuis qu'il y a eu COVID, pas seulement dans la santé, mais dans tous les domaines, la capacité de travailler en télétravail pour ceux que c'était possible. Je pense que c'est aussi des choses à publier, ça se sait, mais c'est important de le rappeler. Donc, j'aimerais rappeler en guise de conclusion 3 points forts essentiels à retenir et à partager autour de vous. Nous avons devant nous un vote vraiment important, très important, compliqué, vous le savez, et technique. Nous avons un avantage considérable. Nous pouvons affirmer que cette réforme est le résultat d'un compromis résultant de discussions approfondies et très longues avec les partenaires sociaux. Je pense que c'est important. On n'est pas en conflit, évidemment. Il y a un syndicat qui n'est pas d'accord, mais le partenaire principal, je crois qu'on a réussi à trouver des solutions. Et puis, nous avons avec nous un soutien fort. Je l'ai dit ce soir, je le répète, c'est le Grand Conseil. Que vous le sachiez, on incite tous les différents partis politiques à organiser une conférence de presse pour soutenir ce projet. Le Grand Conseil, c'est l'émanation du peuple. C'est aussi aux députés à démontrer la nécessité de cette réforme et d'injecter ces plus de 300 millions. Je crois que c'est important. Nous avons bien compris que la bonne réforme, j'espère que vous l'avez bien compris, c'est maintenant qu'elle se décide, car en cas de non-validation, je n'aime pas parler d'échec parce qu'il faut rester positif
positif. Une réforme technique beaucoup plus difficile est exigée par Berne, ça a très bien été expliqué. Elle devra aussi entrer en vigueur au 1er janvier 2022 et il y aura des conséquences difficiles pour vous. Je suis persuadé que les Fribourgeoises et les Fribourgeois diront oui pour vous à cette réforme. C'est une réforme, il faut insister aussi, c'est un service public de qualité. Je ne pense pas qu'il faut parler des collaboratrices et collaborateurs. C'est le service public de qualité. Chaque fois qu'il y a des enquêtes dans les chambres du commerce, Fribourg ressort en tête avec le Tessin, si mes souvenirs sont bons, pour la qualité du service public. Je crois que c'est important de le rappeler, de le marteler. Mais évidemment, c'est plutôt à nous à le faire que vous, mais je pense que de le rappeler autour de vous, le service public est de qualité et puis il ne sera pas possible de trouver une solution à court terme. Le projet de loi permet de préserver l'attractivité de l'État employeur. Ça, c'est important, l'attractivité de l'État employeur. Il faut le savoir, avec ce nouveau système de primauté des cotisations, pour les jeunes qui commenceront à l'État, je peux vous dire, à condition qu'on arrive à créditer 2,5%, les rentes seront aussi bonnes qu'aujourd'hui. Mais c'est pour ceux qui commencent à l'État à partir de 2022. C'est important pour l'attractivité, mais quand on change de système, évidemment, il faut être clair, il y a une génération qu'il faut trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre des montants pour des mesures transitoires et compensatoires. C'est la condition pour assurer un service de qualité, un service public de qualité auquel la population fribourgeoise est attachée. C'est à nous de le répéter, mais ça se dit, je crois que c'est très important. Comme nous avons pu le constater devant la crise du coronavirus, je l'ai dit, je le répète, c'est important. Voilà pour les derniers éléments. Je regarde Madame la Présidente si elle voulait conclure comme Présidente du gouvernement. Pour moi, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Peut-être juste en conclusion, effectivement, le Conseil d'État va s'engager, vous l'avez entendu, derrière cette réforme. Nous souhaitons vraiment gagner cette votation le 29 novembre prochain dans l'intérêt de nos collaborateurs et collaboratrices. Nous avons besoin de vous pour gagner cette votation. Donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos familles, parlez-en dans vos cercles d'amis. On a besoin que la population vote oui pour cette votation. Et j'aimerais terminer tout d'abord en vous remerciant d'être venus ce soir pour cette séance d'information, mais surtout de vous remercier pour votre engagement et votre travail au quotidien au service de la population fribourgeoise. Merci du fond du cœur pour ce travail. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci. Bon retour chez vous.